Alors, Hugues, Oui. donc tu es naturaliste. Oui. Reste à côté de moi, Ah, parce pardon. que, pour le cause du micro. Tu es directeur scientifique d'Arthropologia, donc qui est association qui a été fondée en 2001, qui milite pour des pratiques concrètes en faveur de la biodiversité, en particulier pour les insectes et les écosystèmes. Alors, cette association, je pense que plusieurs d'entre vous la connaissent. Elle œuvre notamment pour sensibiliser le grand public par tous médias, même avec des acteurs de cinéma récemment, des formations et l'animation d'une communauté de contributeurs. Tes compétences, donc en entomologie, bien sûr, autour des abeilles sauvages, des araignées, mais aussi des amphibiens, des oiseaux, et en botanique autour de l'usage des plantes et plus largement en agroécologie et en agronomie. Donc tu vas nous parler aujourd'hui, ce matin, des abeilles, de toutes les abeilles. Je vous fais un teasing. Et voilà, et des abeilles mellifères aussi, insectosociaux en particulier, pour conclure sur les abeilles dans leur environnement. Voilà. Nous aurons ensuite un long moment de questions-réponses. C'est vraiment l'idée, c'est que justement, ils ne disent pas tout et qu'ils vous laissent la possibilité de poser des questions, qu'il y ait une interaction. Voilà. Parce que Hugues a beaucoup de choses à dire. Et c'est super. Hein. Voilà. Voilà. Avant de te laisser rebondir, est-ce que tu peux nous raconter... est-ce que déjà ma présentation te va? Oui, oui. Okay. Très bien. Et est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote, je sais pas, sur ta première observation? Comment tu es devenu naturaliste? Est-ce que tu te rappelles? Non. Non. Non, je me rappelle pas. Je peux te citer plein d'anecdotes, mais sans dire que c'est la première ou quoi. Moi, vraiment. Alors, tu vois, l'expression tomber dedans quand j'étais petit, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Et tomber dedans, puis j'habitais dans la Dombe, donc tomber dans les étangs et tomber dans ce genre de choses, c'était assez facile. Et non, j'ai vraiment grandi dans les contreforts de la Dombe, dans une grande ferme avec plein d'animaux domestiques, plein d'animaux sauvages, plein de Alors parle plantes. bien fort, parce que les gens... Et donc, voilà, je peux pas comprendre pourquoi, d'où ça vient. Je peux juste constater que j'en suis là aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas d'autre voie possible pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté cet assaut, parce que franchement, j'ai essayé d'autres boulots, mais c'était pas possible. Et le seul truc que je pouvais faire, c'était continuer à faire ce que je faisais depuis gamin, c'est-à-dire en changeant un petit peu. Depuis gamin, ça me frustrait de ne pas connaître tel oiseau, telle plante, ou tel arbre, ou tel insecte. Et aujourd'hui, on me paye à dire, tiens, c'est telle plante, tel arbre, tel insecte. Donc c'est vrai que mon grand-père me racontait souvent la phrase de Confucius, choisis bien ton métier, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a un petit peu de ça aussi, un métier passion. Le contre-coup, c'est que c'est une passion au sens AUX, sens, aux différents sens. C'est-à-dire une passion qui vous prend, qui vous dévore, et une passion dans le sens souffrance. Parce qu'en fait, peut-être que les naturalistes vivent un peu plus violemment la déchéance actuelle, l'effondrement, la disparition du vivant. Nous, on le consigne, on le mesure, on le voit tous les jours. Et je vous dis, rien que le dire, ça me met des frissons. C'est terrible ce qui est en train de se passer. On n'est pas là pour parler de ça, hein, mais voilà, du coup, je ne sais pas quoi faire d'autre de ma vie, si ce n'est me battre pour tout ça, parce que c'est ça qui me permet, moi, de vivre, alors évidemment, au sens premier, comme vous tous, hein, par la respiration, par l'eau, par la nourriture, etc., mais qui me motive aussi d'un point de vue intrinsèque. Et je ne sais pas quoi faire de ma vie, si ce n'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai 48 ans, ok, j'ai à peu près une voix, mais c'est vrai qu'à 20 ans, 25 ans, je ne savais pas quoi faire, sinon faire ça. Voilà pourquoi j'en suis là. J'ai pas d'anecdote. Non, on me prenait pour un autiste quand j'étais gamin, parce que je passais des heures à regarder les grenouilles, et les amis de mes parents ils disaient, mais il passe la journée comme ça? Ouais. Et il a pas un problème? Non, il va bien, non mais... Voilà, bon. Donc si tu veux une anecdote... Parfait, ouais. Parfait. C'est pas grave. Je te laisse commencer. Eh bien, allez, les abeilles. Alors les abeilles, on va voir qu'il n'y en a pas qu'une, et j'ai mis un bourdon, parce que les premières découvertes, c'est que les bourdons sont des abeilles. Ok, il faut que je prenne le pli, puisque c'est vraiment la consigne d'Alexis, d'en dire le moins possible. Ça va être compliqué. On va introduire avec l'abeille mellifère qui produit du miel, ou domestique, qui habite autour du domaine ou qui a été domestiqué. Hein, alors c'est du même domus, le maître ou le domaine. Donc je vais vous présenter ça rapidement, vous expliquer un peu l'organisation sociale, les différents métiers qu'elles entretiennent, et puis leur méthode de communication. Alors quand on dit communication, elles ne sont pas en train de discuter, bavarder. En tout cas, de la manière dont on connaît les choses, c'est pas ce qui se passe. Elles échangent des informations, mais elles discutent pas, quoi. Peut-être que si, hein. Peut-être. En tout cas, à l'état des connaissances, on n'a pas cette information. Et ensuite, je vous parlerai du monde des abeilles plus largement, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils ont évolué, et puis quelques notions sur leur diversité, les cycles de vie. Alors évidemment, vous avez une idée du nombre d'espèces d'abeilles qu'il y a en France? Personne? Bah alors faut oser. Alors allez-y, donnez un chiffre. Toi tu sais, donc t'as pas le droit de le dire. Allez, tentez combien? 500. Ah pas mal, c'est déjà ambitieux.
Pas mal, non, pas mal. C'est rare qu'on dise un chiffre si grand. Alors c'est 1000, presque 1000 en France. Métropolitaine, hein. Donc pas mal. Franchement, en général, les gens disent 30, 40, 50. Quand c'est pas 3 ou 4. Donc voilà, 1000 espèces. Et évidemment, vous allez les voir, on va les détailler. Et ensuite, parler un petit peu de relations qu'elles ont avec l'environnement. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le meilleur modèle qu'on a? Est-ce que c'est ce modèle-là qu'on utilise souvent? Ou est-ce que le modèle, c'est plutôt l'intégration dans l'environnement avec les différents organismes et les différentes fonctionnalités desquelles elles dépendent et dont elles font partie comme agents producteurs de ces fonctionnalités. Voilà, alors mellifère qui produit du miel, enfin qui porte le miel, hein, parce que Linné les avait décrites comme l'abeille mellifique qui fabrique du miel. Je sais, ah ben non, en fait, elle va prendre du nectar, elle le transforme, donc elle porte le miel, c'est pour ça que ça s'appelle une mellifère, ou domestique, donc je vous l'ai dit, parce que ça habite autour du domaine. Alors voilà, évidemment, c'est souvent ça qu'on a comme image. Alors j'ai mis ça, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle abeille de n'importe quel pot de miel. Elle est jaune et noire, avec 4 pattes souvent, parfois 6 sur les pots de miel, un regard très anthropomorphique, et puis une bouche avec des dents, enfin des trucs qui sont pas trop normaux, une langue, voilà, des choses qui sont pas trop normaux, une chevelure blonde foisonnante. Bon, évidemment, une abeille mellifère, ça ressemble pas tellement à ça, quoi. C'est toujours étonnant, c'est le premier truc, c'est que l'abeille, on la dessine jaune et noir. Non, l'abeille, c'est jamais jaune et noir. Parfois, les premiers segments sont orangés sur la sous-espèce italienne qu'on a croisée, qui est très abondante ici, la Ligustica. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est jamais rayé jaune et noir, jamais. Bon, voilà. Autre détail, c'est que les insectes sont faits en 3 parties et pas en 2, comme nous. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, les abeilles vivent dans elles sont sociales, il existe tous les niveaux de socialité, on va détailler ça, mais elles sont sociales, elles vivent dans une colonie, qu'on appelle une ruche quand c'est une boîte qu'on a fabriquée, mais sinon c'est un nid qui en général est dans un tronc d'arbre ou dans une paroi rocheuse. Là c'est dans un mur emplisé d'ailleurs, à la cressonnière. Et en fonction de l'âge qu'elle va avoir différents métiers. Donc quand l'œuf est pondu, il est pondu dans une petite cellule. Et alors là, les 2 premiers jours, il est nourri, et je vais vous dire d'où ça vient, il est nourri de gelée royale. À partir du 3e jour, il est nourri de nectar et de pollen. Et ça va donner donc une ouvrière. Sauf à une certaine saison où les cellules sont un peu plus larges, elles sont verticales au lieu d'être horizontales, et l'intégralité de la nourriture est de la gelée royale. Elle passe jamais à nectar plus pollen. Et la différence de nourriture va donner des reines et pas des ouvrières. Donc la seule différence qu'il y a entre une abeille pondeuse et une abeille ouvrière, c'est la nourriture quand elle était larve. Et donc, on revient sur l'œuf qui a éclos. La larve, soit elle met 3 semaines et elle devient une ouvrière, soit elle était nourrie de gelée royale et elle devient une pondeuse en 14 jours, soit elle est un mâle et c'est 21 jours. Bon, voilà, peu importe, 14, 21, 26. Peu importe, en tout cas, dès qu'elle éclot, dès qu'elle sort, dès que l'adulte sort, hein, donc il est déjà né, hein, la naissance elle est à l'œuf, la croissance larvaire se fait dans le rayon, enfin dans le rayon de cire. Et quand elle éclot, les 2 premiers jours, elle prend les odeurs de la colonie, elle se balade, elle échange de la nourriture, elle s'intègre à la colonie, elle prend ses marques. Et au bout du 3e jour, elle a des glandes hypopharyngiennes sous le pharynx qui se mettent à fonctionner et qui sécrètent de la gelée royale, du 3 au 8e jour. Donc, elle est nourrice de larves de moins de 2 jours. Vous comprenez? Entre son 3 et 8e jour, elle a des glandes spéciales qui nourrissent les larves de moins de 2 jours, sauf les reines. Elle va nourrir les reines aussi. Et puis à partir du 10e jour, elle a des glandes abdominales qui se mettent en route, c'est des glandes à cire. Donc elle devient bâtisseuse. Voilà, et donc elle a différents métiers en fonction de l'évolution physiologique de son corps. C'est pas des tâches qui sont affectées comme nous on pourrait donner des métiers aux uns aux autres, mais c'est en fonction de l'âge. Et puis après, elle va devenir magasinière, c'est-à-dire qu'elle va récupérer les nutriments qui arrivent, aller les stocker, puis après elle va devenir gardienne, elle va être devant l'entrée et garder la ruche, et puis après elle va devenir butineuse pendant les dernières semaines de sa vie. Et donc butineuse de pollen, ou butineuse de nectar, ou butineuse d'eau, ou butineuse de nectar et de pollen, ou butineuse de poudre de tuile, quand il n'y a plus rien à manger, parce que c'est ça qu'elles font, les intoxiques en fait avec tous nos produits. Bon, c'était juste une petite digression, pardon. En tout cas, comment on reconnaît une abeille mellifère? Alors les détails, je vous les donne tous, c'est les yeux poilus, c'est les seules abeilles à avoir ça, ok, pas facile à voir. Une longue cellule qu'on voit difficilement, il faut voir l'aile correctement, pas facile à voir, bien que les yeux poilus on devine, hein, c'est tout plein de pollen. Par contre, la particularité, c'est d'avoir cette boulette, là. Donc là, elle n'a pas récolté de pollen. Les abeilles ont des pattes poilues, elles récoltent le pollen sur les pattes, ou sous le ventre pour certaines espèces, mais les abeilles mellifères, comme les bourdons, ont cette particularité d'avoir une grosse cuillère sur la patte arrière, c'est-à-dire une patte qui n'est pas poilue, qui est concave, qui est donc glabre et luisante évidemment, et sur lesquelles il y a des petits poils autour qu'on appelle une corbeille. Et donc elle va poser la boulette de pollen
agglutiné avec du nectar et de la salive dans sa cuillère. Ce pollen, comme il est agglutiné avec du nectar et de la salive, il est stérile, il ne peut plus être disponible pour les plantes. C'est d'ailleurs une des activités contre-productives des abeilles mellifères quand elles sont trop nombreuses. Mais dès que vous avez une boulette comme ça, c'est obligatoirement une abeille mellifère ou un bourdon. Les autres, on va voir, le portent différemment. Alors, une espèce sur 1000, ça fait 0,1% de la diversité, ça reste assez limité. Et évidemment, la pondeuse est beaucoup plus grande. Bon, mon truc ne marche pas ou ça ne marche pas là-dessus. La pondeuse, vous la voyez là, ce qu'on appelle la reine. La reine, c'est un peu monarchique, mais bon, bref, c'est la pondeuse des ouvrières qui sont plus petites. Et elle est entourée donc d'une cour qui vient régulièrement lui donner des informations, lui donner des odeurs, échanger, etc., s'intégrer et assurer la cohésion de la colonie. Donc évidemment, on leur construit des maisons, on en extrait des choses, on fait maturer, on extrait le miel, etc., etc. Ok. Et alors comment est-ce qu'elles font ? Essayez d'aller vite, parce que je traîne vraiment. Non, c'est bon ? Comment est-ce qu'elles font pour s'informer ? Eh bien, on va oublier tous ces dessins-là. Il y a une ruche qui est là. Et le matin, il y a des éclaireuses qui partent dans toutes les directions. Et donc, il y en a une qui va partir dans cette direction et hop, trouver une fleur. Ah, super. Donc, elle va revenir à sa ruche et elle va indiquer sur le rayon, au milieu des autres abeilles, la direction et la distance précise de la fleur. C'est-à-dire que les autres abeilles, vous pouvez leur masquer les yeux, elles décollent et elles se posent sur la fleur. Voilà. Comment ? Eh bien, en faisant ça, elle va rentrer dans la ruche et sur le rayon, elle va faire un petit zigzag, comme ça, là. Ensuite, redescendre assez rapidement, remonter en secouant, redescendre, elle fait dans un sens puis dans l'autre. Donc, c'est la fameuse danse en 8. Et l'angle entre le soleil et la fleur est indiqué par la direction de la danse. C'est-à-dire qu'elle pointe le soleil et elle donne un angle qui correspond à l'angle qui sépare la fleur du soleil. Et en fonction de sa vitesse de vibration, c'est-à-dire que si elle met 1 seconde à faire le tour, les fleurs est à 1 km. Voilà. Si la fleur est à la sortie de la ruche, elle fait ça. Elle ne bouge pas puisqu'elle est devant. Donc les abeilles sortent et vont directement sur la fleur. Et donc je vous dis, vous les masquez, vous leur mettez un petit masque sur la tête, elles volent, elles se posent directement sur la fleur, avec les informations qu'elles ont eues. Donc c'est d'une précision incroyable. Et donc c'est ça qu'on élève comme le plus haut niveau de développement des insectes, évidemment, parce que ça nous ressemble, comme nous, on est les plus développés, les plus intelligents, les plus beaux, les plus forts, évidemment. Et donc on a mis les abeilles sur le même piédestal. Bon, alors évidemment, quand la fleur bouge, enfin pas quand les sources bougent, vous voyez que c'est pas un cadran, le cadran solaire, les directions changent, et c'est comme ça qu'elles arrivent à indiquer précisément les lieux de butinage. Alors on en a fait souvent un symbole, alors là je vous ai mis le plus connu, vous le reconnaissez, pas besoin de le citer, enfin vous le reconnaissez, qui est tapissé d'une belle, je ne sais même pas comment on dit, cape, robe, toge, comment ça s'appelle ? Robe, c'est une robe d'empereur. Une robe d'empereur avec des abeilles, qui était un des symboles de l'Empire. Mais alors ce qui est étonnant, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste qu'en fait tous les modèles de société humaine ont pris l'abeille mellifère comme modèle. L'anarchie, puisque pas de chef. La monarchie, puisque un chef. L'Empire, puisque un super chef. Le communisme, parce que distribution équitable des tâches. Bref, tous les modèles humains ont trouvé, et donc ça s'appelle la sociobiologie, c'est un petit peu tordu, parce que du coup on en tire des conclusions hâtives, genre ah bah tu vois, tout le monde bosse dans une ruche ou dans une fourmilière, c'est quand même pas des feignants, il n'y a pas des malades, on n'entretient pas des handicapés. Bah bien sûr que si quoi, bien sûr que si. Et du coup finalement on a tronqué une vision et on en a adapté un modèle humain qui était un modèle épuré, limite eugéniste d'ailleurs parfois, mais alors qu'en fait dans la réalité, la nature elle a toutes ses possibilités, qu'elles soient alors qu'elles peuvent nous paraître parfois un petit peu tordues. Voilà, et donc ça fait partie de la diversité de cette nature, c'est de pouvoir proposer des choses extrêmement diversifiées, et ça fait partie de la capacité des humains de pouvoir les simplifier à son extrême. C'est-à-dire que, vous connaissez tous la poule ? C'est un oiseau d'Asie du Sud-Est qu'on a acclimaté, domestiqué, sélectionné, à qui on fabrique une maison, qu'on nourrit, qu'on déplace, qu'on soigne. Ok, je vais vous le redire ça, et qu'on a sélectionné génétiquement. Ça pond 200 à 250 œufs par an, une poule. Vous avez remarqué que c'était pas normal pour un oiseau. Donc on a sélectionné une capacité anormale. Il n'y a aucun reproche dans ce que je dis, comme les abeilles. Et quand elles produisent 30, 40, 20, 10, maintenant ça devient rare, mais 10 ou 20 kilos de miel en plus de ce qu'elles ont besoin, c'est pas normal comme comportement. C'est qu'on a sélectionné un comportement naturel qu'on a amplifié en sélectionnant des critères ou des comportements pour augmenter une production. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est un animal artificiel, ici, domestiqué, modifié. Ça, c'est des animaux sauvages. D'accord ? Vous voyez bien la différence.
D'ailleurs, si vous mettez trop de poules à un endroit, il n'y a plus que des poules. Hein. Vous mettez des centaines de poules sur quelques centaines de mètres carrés, vous avez de la terre à nu, il n'y a plus un insecte, plus une graine, plus un oiseau parce qu'il n'y a plus rien à manger, plus un lézard, plus un serpent, tout a été mangé, il n'y a plus rien, c'est le désert. Il se passe la même chose quand on met des ruches en trop grand nombre, trop grande densité. Parce que c'est exactement la même chose. En fait, il y a une espèce domestique qu'on a modifiée pour sa capacité à accumuler du miel, à qui on fabrique une maison, qu'on nourrit, qu'on soigne, qu'on déplace, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous comprenez bien facilement que les fonctions que remplit la poule, c'est-à-dire essentiellement nous filer des œufs, des blancs de poulet, des cuisses de poulet, essentiellement, mais ça peut être aussi nettoyer les vergers si on était un peu plus intelligent et qu'on faisait comme on faisait avant, qu'on ne dédiait pas des terrains aux poules, mais qu'on les mettait dans les espaces où elles peuvent avoir une fonctionnalité de se nourrir et de protéger les cultures. Bon, peu importe, mais on pourra en reparler si vous voulez. Les poules, elles remplissent certaines fonctions, mais elles ne remplissent pas les mêmes fonctions que les chardonnerets, que les coucous, que les gypaètes barbus ou que les buses féroces. On est d'accord. Et donc, évidemment, ça vous paraîtrait complètement aberrant de dire « Oh, les oiseaux sont en train de disparaître, c'est pas grave, on va mettre des poulaillers partout. » C'est ce qu'on est en train de faire avec ça. Hein. Les abeilles et les pollinisateurs sont en train de disparaître. Mais nous, on a la solution, les gars, on va vous mettre des ruches. Ah bah ouais, vous allez mettre des poulaillers partout, ça va résoudre le problème des troglodytes et des moineaux qui sont en train de disparaître. Donc il y a vraiment une confusion dans le regard qu'on a sur cette nature qui est extrêmement diversifiée et dont on a simplifié pour des bénéfices économiques court-termistes. Alors que ça, c'est simplement le maintien de la vie. Hein. C'est 9 espèces sur 10 qui sont, je vais vous en parler maintenant, c'est 9 espèces sur 10 qui sont de plantes qui sont là parce que la génération précédente, il y a des abeilles qui sont baladées sur les fleurs, des insectes en général. Je pourrais vous expliquer pourquoi des abeilles plus que les autres. Donc voilà, des abeilles, il y en a des grosses, des petites, des jaunes, des noires, des velues, des glabres, des printanières, des estivales, des automnales, des coucous, des nidifiantes, de toutes sortes, des spécialistes, des généralistes, je vous ai dit, des printanières, bon. Voilà à quoi ressemblent les abeilles et voilà à quoi ressemble l'abeille mellifère. Ça, c'est celle qu'il y a dans les ruches. Donc elle en fait bien partie, hein. C'est une espèce sauvage parmi les 1000. Voilà la plus grosse abeille qu'on ait, mais vous allez la voir en photo. Donc je vais vous présenter rapidement d'où ils viennent. Alors ça, d'où ils viennent, c'est pas compliqué. Il y a des insectes en France qui paralysent d'autres animaux, des insectes et des araignées, qui les stockent dans un trou et la larve mange les proies paralysées mais vivantes. Et ça, il y en a plein, il y en a des centaines d'espèces en France. 800 espèces qui paralysent des araignées, des mouches, des criquets, des sauterelles, des abeilles, etc., des chenilles, etc. Et il y a un de ces petits groupes de tout petits prédateurs qui chassaient des thrips, qui sont des minuscules insectes qui se nourrissent dans les fleurs, pour certains. Et c'est comme ils se nourrissent au milieu des fleurs, ils étaient remplis de pollen. Et donc c'est de là que vient probablement l'origine des abeilles. En paralysant ces petits thrips et en les stockant dans un trou, ils ont transporté des thrips couverts de pollen. Et probablement qu'une partie des larves s'est adaptée à consommer aussi les protéines issues du pollen plutôt qu'issues du thrips. Et des comportements déviants de femelles se sont mis à récolter du pollen plutôt que des thrips, probablement par l'absence de thrips ou pas assez de thrips, elles sont compensées par du pollen, et elles ont pu élever des larves qui sont devenues végétariennes. Et c'est ça la différence entre les abeilles et les guêpes, ce sont des sortes de guêpes, des cousins des guêpes, devenues végétariennes. C'est ça les abeilles. Bien qu'il y a quelques particularités, parce qu'on sait que les abeilles coucou au premier stade consomment la larve de son hôte, donc elle est carnivore au premier stade. Évidemment, on dit la relation entre les plantes et les insectes à 150 millions d'années. En fait, on commence à penser que c'est 250 millions d'années pour les premières fleurs, même si ce n'étaient pas des fleurs telles qu'on les connaît, hein, c'était des plantes primitives. Et il y a 120 millions d'années, quand les abeilles sont apparues, les fleurs avaient commencé déjà à se diversifier, mais la diversification des pollinisateurs a entraîné la diversification des plantes, et la diversification des plantes a entraîné la diversification des pollinisateurs. Ça s'appelle un cercle vertueux d'évolution. Et donc aujourd'hui, il y a une diversité, une grande diversité, 1000 espèces en France, 2000 en Europe, 20 000 dans le monde, indispensable pour le maintien des milieux. C'est-à-dire que si on supprime les abeilles et les autres pollinisateurs, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous dire pourquoi les abeilles plus que les autres, les milieux tels qu'on les connaît disparaîtront. Alors les abeilles en France, c'est 1000 espèces. La plus petite fait 3 mm, 3-4, la plus grande fait 30, donc la taille de son œil. Hein. Elles peuvent être, donc je vous l'ai dit, de toutes ces sortes-là, je vous l'ai raconté déjà. On a tous les niveaux de socialité, la grande majorité sont solitaires, nichent individuellement, quelques-unes sont grégaires, se regroupent en mode résidence, c'est-à-dire les maisons les unes à côté des autres, ou en mode immeuble, une entrée commune et des appartements séparés, mais les femelles gardent le nid de façon commune. Et puis elles vont se nourrir exclusivement de produits floraux, du nectar et du pollen. Et donc évidemment, en allant se nourrir, elles vont transporter du pollen d'une fleur à l'autre et assurer ce travail de pollinisation indispensable à la reproduction sexuée et au brassage génétique des plantes. Alors une petite, ça se paraît un peu chargé,
c'est le guide que j'ai oublié de vous amener, qui s'appelle le guide pollinisation. C'est un guide qui permet d'évaluer les jardins au regard des besoins des pollinisateurs en termes de ressources alimentaires et de ressources de nidification. D'ailleurs, si on a 2 minutes, je pourrais vous présenter le petit film où Merlin présente ce guide-là. Merlin et Perceval, là, les acteurs dont parlait Alexis tout à l'heure. Enfin, Jacques Chambon et Franck Pitiot, quand même les appeler par leur nom. 1000 espèces d'abeilles, c'est ça. Voilà, 1000 noms. C'est les 1000 espèces d'abeilles qu'on voit, 972. La plus grosse, c'est ça. La plus petite, elle fait la taille de son œil. Évidemment, il y en a une qui produit du miel. Il y a 46 espèces de bourdons sur les 1000. Donc 5% des abeilles sont des bourdons. Il y a des andrènes qui nichent dans le sable. Il y en a les toutes petites, voilà, 4-5 mm. Qu'est-ce qu'on a mis aussi? Il y en a une qui va sur le lierre en ce moment. Si vous allez voir les fleurs sur le lierre, il y en a qui sont très spécifiques. La colette du lierre ne butine que du lierre. Quand je dis une abeille ne butine que cette plante, c'est le pollen évidemment. Il y en a qui sont des coucous, enfin, il y en a qui sont des abeilles maçonnes, des abeilles cotonnières, des abeilles résinières, des abeilles coupeuses de feuilles. Donc il y a plein de types de nidification très particuliers chez les abeilles. Donc elles vont avoir besoin de différents matériaux. Bon, une abeille, c'est une tête, un thorax, un abdomen. Vous retrouvez les yeux, ça c'est une abeille domestique, hein. Vous retrouvez les yeux poilus, la longue cellule radiale dont je vous parlais et la cuillère. Voilà, c'est les 3 caractéristiques de l'abeille mellifère. Cela dit, quand on les connaît un peu, je pourrais vous donner les caractéristiques d'un cheval par rapport à un âne. Vous n'en avez pas besoin, vous les reconnaissez. Et là, on en est là. Vous n'avez pas encore regardé les chevaux et les ânes précisément. Sinon, bien évidemment, ça ne ressemble pas à ce que je vous ai montré avant. Ça n'a pas la même couleur, pas la même forme, etc., etc. Les abeilles, comme tous les insectes, ont 4 stades. Un œuf, différents stades larvaires, une nymphe et un adulte. Et elles vont nicher, comme je vous l'ai dit, un pain d'abeille, nectar plus pollen, avec la larve qui va grandir. Donc ça peut être dans une coquille d'escargot vide, ça peut être avec des feuilles coupées. Vous avez déjà vu sur des rosiers quand il manque des petits morceaux de feuilles parfaitement circulaires. Pas quand c'est poinçonné, hein, ça c'est les othyrhynques, mais quand il manque des morceaux parfaitement circulaires, c'est les femelles de mégachyle qui arrivent, qui posent leur tête et qui découpent comme ça, elles ont la tête très mobile, elles découpent un petit morceau, elles le transportent, elles l'enchâssent en 2-3 petits morceaux, elles font un petit cigare, dedans elles mettent un pain d'abeille, nectar plus pollen, etc. Donc soit dans des feuilles coupées, soit dans des poils récoltés sur les plants, pour les antidies, les abeilles cotonnières, soit de la résine, les abeilles résinières, soit du bois mort pour les abeilles charpentières, soit l'essentiel, 70% va nicher dans le sol avec des galeries souterraines, 70% des abeilles, donc la grande majorité. Et alors dans leur environnement, alors de quoi elles ont besoin? Évidemment, comme tout être vivant, elles ont besoin de 2 choses, le gîte et le couvert. Alors le gîte pour les abeilles, ça veut dire des espaces de refuge, pour quand il fait 45 degrés, parce que là, évidemment, cet été, on n'allait pas voir les abeilles pendant de 11h du matin à 7h du soir, c'est pas possible, hein. Mais aussi pour la nuit, pour l'hiver, pour la reproduction, des espaces de déplacement, ce qui permet de relier les populations, des milieux qui vont être propices à la ponte, donc où est-ce qu'on la dépose, et à la croissance des larves, hein, ça, évidemment, il va falloir pas que ce soit inondé ou que ce soit trop sec ou que ce soit trop chaud, des espaces de nidification qui contiennent notamment des sites et des matériaux pour la construction, on a vu que les abeilles utilisaient pas mal de matériaux, et une trame noire pour vivre, parce qu'elles ont besoin de la nuit quand même, qui est une forte source de pollution qu'on néglige, évidemment. Parce que oui, alors ça, on se dit, la nuit, c'est pas très grave, la majorité des animaux vivent la journée. Bah, pas du tout, en fait. Il y a 28% des vertébrés qui vivent la nuit, donc une petite minorité. Par contre, il y a 64% des invertébrés qui vivent la nuit. Et comme les invertébrés sont beaucoup plus nombreux que les vertébrés, en fait, la grande majorité des animaux vivent la nuit. Les plantes ont besoin de la nuit pour pousser, ce qu'elles poussent au noir, hein, et avoir ce repos cellulaire. Et nous, on a besoin, les mammifères, pour synthétiser de la mélatonine. Donc c'est indispensable, et c'est une des causes de mauvaise santé, de raréfaction des insectes et de destruction des insectes dans les milieux périurbains et urbains. Hein. Vous voyez les cartes de pollution lumineuse, c'est terrible. Et le couvert, ça veut dire de la nourriture. Pour les abeilles, c'est pas compliqué, c'est des fleurs. Mais il n'y a pas que des abeilles. Et les abeilles ne vivent pas toutes seules, déconnectées de leur environnement. Elles vivent avec tout plein d'autres animaux qui vont chasser, qui vont parasiter, qui vont manger des végétaux et donc qui vont assurer d'autres fonctionnalités, par exemple en chassant des proies, des insectes, des abeilles, par exemple en mangeant des végétaux qui concurrencent des végétaux qui nourrissent les abeilles, etc., etc. Donc évidemment, elles ne sont pas exclues de leur milieu et je voulais donc rapidement vous parler des autres pollinisateurs parce que quand on évoque pollinisateurs et abeilles, on pense à fleurs. Il faut des fleurs, oui, pour nourrir les adultes et les larves d'abeilles, mais toutes les autres larves. Et qu'est-ce qu'elles mangent? Les chenilles. Elles mangent ça. C'est bien des larves de papillons. Les papillons sont bien des prédateurs. Les larves de cirfe, elles mangent des pucerons. Donc il faut bien des proies. Les larves de cétoine, elles mangent du bois mort. Donc il faut bien des déchets. Les mouches, elles mangent des cadavres. Donc il faut bien des déchets. Donc voilà, si on veut des pollinisateurs, en fait, il faut une mosaïque d'habitats et surtout arrêter de nettoyer les milieux parce qu'en fait, on supprime des ressources alimentaires ou des espaces de refuge. Et donc évidemment, disparition des fleurs, notamment due aux modifications des conditions agricoles. Dans les jardins, on plante des exotiques qui attirent les abeilles. Hein. Ils ont des gros pétales, parfois plein de rangées de pétales. Donc les insectes les voient d'encore plus loin. Mais si on a sélectionné une fleur pour cet art génétique d'avoir 2 ou 3 fois plus de pétales que normal, évidemment, les pièces sexuelles qui nourrissent les abeilles, qui fournissent le nectar et le pollen, sont soit indisponibles, soit inaccessibles, soit vides.
il n'y a rien dedans. Donc les insectes tournent sur des fleurs et meurent de faim. Donc c'est exactement ce qu'on fait quand vous plantez des fleurs, des mélanges fleuris, mais jachère apicole, jachère mellifère, tous ces trucs-là qui sont des plantes exotiques modifiées qui attirent les insectes et qui les tuent. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Par contre, les grands semenciers qui vous les ont vendus, qui sont les producteurs d'OGM, qui sont les producteurs de pesticides, eux, ça rentre dans leur caisse. Et du coup, ils peuvent produire un petit peu plus de pesticides et c'est cool. Il te reste 3 minutes. Parfait. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on voulait. C'est ça, en fait, qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était des espaces simples. Et là, on est dans la ville de Lyon. Hein. Tout ça, à part celle-là, tout ça, c'est des photos qui ont été prises dans la ville de Lyon par un agent de la ville de Lyon, d'ailleurs, qui s'appelle Eric, qui prend des super photos. Et vous voyez qu'on peut... Je ne suis pas en train de passer de la crème à la ville de Lyon. Hein. Je dis que c'est très simple parce qu'il y a plein de choses bien à Lyon, il y a plein de choses à modifier encore, et il y a énormément de choses à accélérer comme de partout. Sauf que c'est ultra facile. Et là, ce sont des espèces indigènes, locales, qui sont adaptées au milieu, qui remplissent une fonctionnalité auprès des insectes et auprès de la faune environnante. Et vous voyez que c'est plutôt sympathique. Alors là, ce sont des espaces publics, avec un cimetière, c'est une cimetière de la Tronche à côté de Grenoble, où là aussi, ce sont des espaces, même dans ces espaces-là, on ne veut même pas foutre la paix à nos morts. On est obligé de laisser pourrir dans un milieu intoxiqué. C'est quand même délirant, quoi. Même une fois mort, on est obligé de continuer à défoncer la nature. C'est terrible, c'est terrible. L'embaumage, la crémation, se faire enterrer avec son portable. Il aimait bien son portable, on va le mettre son portable avec lui. Mais on est d'une débilité sans nom. On embaume les gens. Non mais c'est terrible. Bon, mais ce sont des bombes chimiques. C'est terrible. Tout ça parce qu'on refuse de croire qu'on est un animal et qu'on est de la viande. Et de la viande, quand il fait chaud, en fait, en 2 jours, ça pourrit. Donc on ne peut pas exposer les morts pendant une semaine. Sinon, les embaumer artificiellement et avoir des produits rémanents éternellement, puisque c'est leur définition, ils ne sont pas biodégradables. C'est les chloroformes et tout ce genre de choses. Mais dans les espaces plus ouverts, comme les espaces privés, alors ça c'est mon jardin, voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Alors je suis arrivé il y a 10 ans avant cette photo, c'était un jardin tondu avec un forsythia et un pêcher en train de crever. Voilà, il y avait pas d'arbres du tout, et vous voyez que maintenant les arbres dépassent la maison, enfin c'est une vraie forêt, et puis un espace de production tout à fait intéressant. Voilà, ça c'est mon jardin, c'est facile de mettre la vie avec la nature, mais il y a aussi ces aspects qu'on néglige. Quand je vous dis fleurs, on pense à fleurs herbacées, or en fait, donc on pense à ça, à talus, à bord de route, à prairies, très bien, ça fournit beaucoup de fleurs. Mais les haies au printemps, les prunelliers, les églantiers, les aubépines, les troènes, les fusains, les viornes, etc., ça fournit, enfin tout le printemps et jusqu'au début d'été, des quantités incroyables de fleurs. Pour les insectes, et beaucoup plus. Un prunus que vous déployez, c'est 50 mètres carrés de fleurs. Et c'est ça qu'on néglige. Eh bien, vous allez voir en sortant, vous verrez quand on fera la sortie, vous verrez dans n'importe quel jardin, dans n'importe quel parc urbain, n'importe quel système agricole, il manque une strate primordiale, les arbustes. On a des arbres et on a de l'herbe. Et il manque la strate intermédiaire, celle qui bouche, celle qui permet au vent de monter, celle qui fournit l'essentiel des fleurs, celle qui fournit les caches aux oiseaux, celle qui fournit les fruits pour les oiseaux. Bref, il ne faut pas se plaindre de ne pas retrouver d'insectes et d'oiseaux. On a supprimé les moyens qui leur permettaient de subsister. Et donc même dans des parcs, là c'est le parc de l'Acroix-Laval qui était tondu 15 fois par an avant. Hein. Maintenant il est fauché 1 fois par an, avec un espace qui est bien tondu sur 3-4 mètres pour emmener les gens se balader en divagant dans la prairie, et aller sous les troncs d'arbres pour se reposer, etc. à l'ombre, très bien, pique-niquer, faire tout ce qu'ils veulent, mais 95% de la prairie est maintenue, et donc les ressources sont maintenues. Les bords de route, quand ils sont fauchés tard, ça c'est en Auvergne, très bien, et ça c'est juste en dessous de chez moi, magnifique, j'aurais pu vous montrer la photo du lendemain où ils ont passé les pareuses, et en fait, où la terre était mise à nu avec un gyrobroyeur. Donc évidemment, ce n'est pas des solutions. Alors de quoi ils ont besoin les abeilles? C'est pas compliqué, d'une diversité floristique, ça veut dire une diversité de fleurs, un étalement saisonnier, et un étagement des strates, des hauteurs, des contours, et des espèces de substitution. Ça veut dire, si on n'a pas de fleurs dans son jardin, et qu'il y a des espaces qui vivent sauvagement autour, eh ben, il y a des espaces de substitution. Si on n'a plus de pucerons dans son jardin, c'est pas grave, parce qu'il y a sûrement des pucerons sur les orties, la silène ou le gaillet autour. Ça va nourrir les cirques qui pourront revenir pondre sur les pucerons. Bref, on a besoin de cette intégration dans le milieu. Ils ont besoin d'espace et de matériaux de nidification, c'est-à-dire arrêter de tout nettoyer, parce que c'est ce genre de choses dont ils ont besoin. De milieux non pollués, ça devient compliqué, ça dépend exclusivement de notre alimentation. Vous vous rappelez Coluche qui disait de dire qu'il suffirait qu'on arrête de les acheter pour qu'ils arrêtent de nous les vendre. Bon, on va peut-être arrêter un jour parce que c'est comme ça qu'on a. Et puis connecté, évidemment. De l'eau non polluée, ça devient extrêmement rare. Hein. L'eau, c'est quand même besoin. Alors, les abeilles mellifères, les autres ne prélèvent pas d'eau, mais les abeilles mellifères passent leur journée à prélever de l'eau, à rentrer dans la ruche, à ouvrir l'eau pour l'évaporer et à battre des ailes pour que l'eau s'évapore. Et vous savez, l'eau, quand elle s'évapore, ça capte de la chaleur, c'est endothermique et ça réduit un petit peu la température. Donc, elle ramène énormément d'eau à la ruche. Mais une fois que l'eau s'évapore, c'est H2O qui s'évapore. Et le reste? Et bien le reste, elle le redépose. Donc elle dépose des pesticides dans les ruches en ramenant de l'eau. C'est quand même délirant. Et surtout, rappelez-vous que les abeilles, si on prend parti, et les autres pollinisateurs, hein, de tenter de les maintenir, elles vont nous rendre tout un tas de fonctionnalités qui sont indispensables
au fonctionnement de la vie telle qu'on la connaît, mais elles vont rapporter aussi d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des abeilles, une fois qu'on a des fleurs et des abeilles, on a un autre système qui se met en route. C'est-à-dire que les mangeurs de pucerons, les dégradeurs de crottes, les prédateurs, etc., vont aussi arriver grâce aux fleurs et au sucre qu'il y a dans les fleurs et pouvoir remplir d'autres fonctionnalités. Et une fois que tout le monde est là, les vertébrés vont pouvoir s'installer. Et donc voilà, pour conclure, on a le choix. Soit on fait ça, c'est assez facile, on est bien parti pour, c'est assez fastoche à faire, hein. Mais ça veut dire qu'on laisse le vivant au bord de la route, parce que là, ça ne va pas durer très longtemps, et nous avec. Alors, on a des drones pour polliniser, on a des tracteurs au GPS, on a des trucs pas mal, hein, mais ça ne va pas marcher très longtemps. Ou alors c'est ça, mais il va falloir choisir vite, parce que les espaces sont en train de sauter les uns après les autres. On a coupé 2 millions de kilomètres de haies en France, 50 fois le tour de la Terre, et on a encore un différentiel négatif aujourd'hui, alors qu'on a tout plein de programmes de replantation. On plante 10, 11 000 kilomètres de haies, et on en coupe 12, 13 000. Aujourd'hui encore, hein, quand vous savez le rôle mécanique, hydrique, biologique indispensable des haies, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, et donc je vous remercie. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas être acteur, puisqu'on l'est tous. Restez là. On va laisser la parole à vous. Si vous avez des questions à Hugues, voilà, c'est le moment. On va prendre bien 20 minutes. Ça veut dire que j'ai dépassé. Non, c'est parfait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Comment assurer un équilibre entre les espèces d'abeilles non mellifères et puis l'implantation de ruches, puisqu'il me semblerait que même à Paris maintenant, l'implantation de ruches nuit beaucoup à des espèces d'abeilles qui préexistaient. Et voilà, à quoi servent les autres abeilles et comment on assure cet équilibre Alors, déjà, un équilibre dans la nature, c'est pas ça. Parce que souvent, on cherche l'équilibre. Et l'équilibre dans la nature, c'est l'équilibre d'une marche. C'est ça. Là, je suis en équilibre, hein. Par contre, si je m'arrête, je tombe. Voilà. Donc, c'est ça. L'équilibre de la nature, c'est un équilibre dynamique. Et les abeilles mellifères sont une des espèces, donc elles en font tout à fait partie. Il y a très longtemps, quand on avait des fermes réparties sur l'ensemble du territoire, chaque ferme avait 3 ou 4 ruches. Bon, presque toutes les fermes, pas toutes. Et donc, il y avait une distribution assez homogène sur le territoire. Avec la spécialisation, aujourd'hui, à l'époque, ils faisaient donc des abeilles, mais aussi des poules, des lapins, des abricots, des poireaux, des fraises, etc. Avec la spécialisation, on s'est mis à faire des poireaux et des fraises, des abricots ou des pêches, ou bien des lapins, ou bien des poules, ou bien des abeilles. Et les abeilles, évidemment, 3-4 ruches, ça suffit pas. Donc, pour vendre du miel, il faut, le statut agricole, c'est 200 ruches pour un mi-temps, 400 ruches pour un temps plein. Quand, dans une ruche, il y a 40 à 50 000 individus, jusqu'à 80 000 avant l'essaimage. On va compter 40 000 individus. 40 000 individus, dont la moitié de butineuses, 20 000. 20 000, vous mettez 2 ruches, 40 000 abeilles qui sortent. Vous mettez 20 ruches, 400 000 abeilles qui sortent. Vous mettez 200 ruches, 4 millions d'abeilles qui sortent. 4 millions, c'est un paquet de fois la ville de Lyon et la métropole de Lyon, hein. Et donc qui sortent et qui s'abattent sur l'ensemble des ressources florales. Donc, premier problème, c'est la spoliation de la nourriture. Par compétition indirecte, c'est la nourriture qui a été mangée par les abeilles mellifères ne peut pas être mangée par les abeilles sauvages. Donc, une compétition indirecte. La deuxième, c'est la transmission de maladies. Puisque les abeilles mellifères sont porteuses saines de maladies mortelles pour les abeilles. Et là, on a des tableaux très clairs. C'est-à-dire que si je fais un graphique comme ça, là vous êtes proche de la ruche, là, vous êtes loin de la ruche. Quand on est proche d'une ruche, les abeilles sont parasitées, les abeilles sauvages, et plus on s'éloigne de la ruche, plus on retrouve un niveau de parasitisme normal. Quand on est proche d'une ruche, les abeilles sauvages sont petites, peu abondantes et peu diversifiées. Quand on s'éloigne de la ruche, on retrouve un niveau normal. Et donc, pourquoi ? Parce que y a ces phénomènes de compétition alimentaire, donc de réduction des ressources pour la larve, donc des individus qui sont plus petits, parfois des manques de nourriture, donc des populations qui disparaissent, transmission de maladies, donc les populations sauvages qui disparaissent, etc. Et un autre phénomène, c'est que la capacité naturelle de l'abeille qu'on a renforcée, de l'abeille mellifère qu'on a renforcée, c'est de s'abattre sur la plus grosse ressource de nourriture disponible. Et c'est celle qui sera le plus excitée, qui vibrera le plus vite, et donc elle entraînera les autres. C'est celle qui vibre vraiment le plus vite, parce qu'elle est trop excitée, parce qu'il y a vraiment trop de fleurs, quoi. Et donc cette capacité, elles l'entretiennent. Mais si la plus grosse floraison à côté, c'est du robinier, ou de la jussie, ou de la renouée du Japon, ou, vous les entendez, ces plantes exotiques invasives, non, je sais pas, c'est quoi ? Du coup, elles surpollinisent des plantes exotiques, et donc elles font grainer, plus que de raison, des plantes invasives.
Et donc, d'ailleurs invasive ou pas, quoi qu'il en soit, elle modifie les communautés végétales. En s'abattant sur la plus grosse ressource de plantes et en la pollinisant plus que de raison, à 40 ruches, 100 ruches, 200 ruches au lieu de 3, évidemment, vous imaginez la surpollinisation. Bon, et ben voilà les principaux problèmes. Et donc, au-delà, on le sait depuis 20 ans, au-delà de 3,1 ruches au kilomètre carré, l'activité pollinisatrice des insectes sauvages est perturbée. Et donc, on a une réduction de la pollinisation. On sait qu'à un certain niveau de densité de ruches, on fait chuter la pollinisation, notamment parce que les abeilles mellifères, ce qu'elles ont prélevé, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est stérile. C'est-à-dire que quand elles sont en train de prélever du nectar, pas de problème, c'est là qu'elles sont couvertes de pollen. Donc là, elles prélèvent du nectar, elles se foutent du pollen, c'est pour ça qu'elles vont plein sur les yeux, etc. Et donc là, elles en transportent. Quand elles sont récolteuses de pollen, elles brossent le pollen, elles n'ont plus un grain sur elles. Les grains sont agglutinés. Et donc là, il est stérilisé. C'est-à-dire ce qu'elles ont pris, ça n'est plus disponible pour la plante. Ce qui est pris, c'est fini, quoi. Alors que les abeilles mellifères, sauvages, elles ont des poils partout, elles ont du pollen partout, et elles le transportent beaucoup plus efficacement. Donc voilà, il y a des questions de compétition, c'est des questions de densité, et c'est des questions encore de partage de ressources et du territoire, d'espace et du temps. C'est vraiment pas compliqué, hein. Mais évidemment, 400 ruches au même endroit, ça pose un problème. 1600 parfois. Hein. Là, vous imaginez, il n'y a plus une abeille autour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, tu as parlé des pollutions lumineuses. Est-ce que tu as des éléments sur les pollutions sonores ou vibratoires? Non, pas du tout. C'est hyper contradictoire et moi, je n'y connais rien. Il y a eu quand il y a eu la 4G, non, même d'ailleurs les GSM, hein, il y a 20 ans, 22, 23, 24 ans, oui, les abeilles sont sensibles aux rayons. Il y a eu des études qui ont montré ça, d'autres études qui ont montré exactement le contraire. Moi, je n'en sais rien, c'est toujours le problème. Si vous voulez, je peux débattre avec un spécialiste des poils du troisième patte avec d'une abeille devant vous, ça vous apportera rien. Moi, c'est ça que j'ai des spécialistes qui débattent de sujets que je connais pas et je suis incapable de trancher. Donc en fait, je n'en sais rien, moi, ce qu'il en est. Sur la pollution lumineuse nocturne. Si t'as des chiffres, vas-y. Non, j'ai pas de chiffres, c'est une deuxième question. Ah, c'est une deuxième question. Pardon. Oui, pardon. Sur, Oui. C'était Ouais. fini sur celle-là. C'est que j'ai. La pollution lumineuse, oui, alors c'est moins un problème pour les abeilles que pour d'autres pollinisateurs, mais la pollution lumineuse, elle introduit soit des phénomènes d'attraction, les insectes, alors c'est pas vraiment de l'attraction, mais je peux vous raconter ce qui se passe, soit des phénomènes de répulsion. Ils évitent les lumières, et donc évidemment, s'il y a une lumière, ils traverseront pas, donc ils restent sur les côtés, et ça isole les populations. L'attraction, véritablement, on dit les insectes sont attirés par la lumière. Non, les insectes, en fait, qui volent la nuit, normalement, depuis 4,3 milliards d'années, que la Terre est... Un petit peu moins, parce que la Lune est arrivée un peu après. Un petit peu moins, environ 4 milliards d'années. Il y a une autre petite planète qui tourne autour, là, et surtout, la Terre tourne sur elle-même. Alors ça, c'est une particularité, qui est souvent le cas dans les planètes. Et donc ça fait qu'on a une alternance jour-nuit, depuis 4 milliards d'années. Donc la vie a été créée dans cette alternance jour-nuit. Si la Terre ne tournait pas comme la Lune, pas de problème. On aurait de la vie à la lumière d'un côté, de la vie au noir de l'autre côté. Elle se serait habituée comme ça. Bon, c'est pas le cas, ça tourne. Donc il faut que ça s'habitue. Et résultat, le seul lumière qu'il y a dans la nuit, c'est la Lune. Donc les insectes, quand ils veulent avancer en ligne droite, ils visent la Lune et ils gardent un angle constant par rapport à la Lune. Ce qui fait qu'ils vont suivre la Terre ils vont suivre la courbure de la Terre. Elle est à peu près en ligne droite. Mais si vous prenez la Lune, qui est à 350 000 km, et que vous la posez sur la Terre, ça s'appelle un lampadaire, parce que tous les lampadaires sont bien plus puissants que la Lune, et il prend cet angle constant, et en fait, ça le fait pas foncer dessus, vous avez tous vu ce qu'il fait. Il fait un cercle concentrique. Parce qu'en gardant l'angle constant avec une source de lumineuse très proche, ça nous fait tourner autour jusqu'à tomber dessus. Voilà. Et donc c'est un véritable problème, c'est que ce sont des animaux qui sont capturés définitivement pour la nature, c'est perdu, hein. Ils vont voler jusqu'à s'épuiser. Il y a plein d'animaux nocturnes qui évitent ça. À l'inverse, il y a des animaux nocturnes qui profitent de ça, certaines pipistrelles, les petites chauves-souris qui viennent chasser autour des lampadaires. Il y a certains animaux qui ne sortent pas les soirs de pleine lune, mais 2-3 jours avant, 2-3 jours après, parce qu'il y a trop de lumière, ça leur brûle la rétine. Je vous rappelle qu'un lampadaire est plus puissant que la lune, hein. Je sais pas comment ça se passe pour ces animaux-là. Et du coup, ma question, c'était qu'est-ce qu'on pourrait donner comme préconisation sur... La pollution lumineuse ? Ouais, en termes de quelque chose qui fonctionnerait bien. Appuyer sur l'interrupteur ? C'est ce que j'ai proposé, mais on m'a dit que... Trop compliqué ? Ouais. Et alors, non, mais c'est terrible. Regardez, là, on est en train de parler d'écologie dans un bâtiment écologique et on a des lumières allumées de partout. En fait, c'est pas conçu pour ça. Les puits de lumière, c'est facile, hein. C'est connu, architecturalement, c'est tout à fait faisable. Les renvois de lumière, je sais pas, il faut inventer quelque chose. Mais on est en pleine journée.
70% de la consommation d'électricité dans les bâtiments se fait 2 jours. 70%. On est gueudin. C'est 41% du budget énergie d'une commune, l'électricité. On a un potentiel, selon la Cour des comptes, de réduction de 70%. Alors, c'est pas les mêmes 70%, mais de 70% de réduction. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire des détecteurs, ça veut dire des programmateurs, ça veut dire des diminueurs d'intensité, ça veut dire des choix de LED ou de spectres non impactants sur la faune nocturne, etc. Ça veut dire un éclairage un peu rougeâtre pour que nous on voit et les animaux ne voient pas le rouge. Enfin, donc, c'est pas du tout perturbant. Éclairer des insectes la nuit, ils ne vous voient pas avec du rouge. C'est un bon moyen de les approcher. Donc voilà, il y a plein de solutions, sauf qu'il faut commencer par une volonté. Qu'on met en place dans le cadre. Mais il y a les solutions techniques qui dépendent d'une volonté, et puis la volonté, si elle existe vraiment, il y a le bon sens, c'est-à-dire t'éteins la lumière. Tu vois, c'est... Merci. Le changement, c'est maintenant. Waouh. Non, éteins tout. Ah, pour la caméra, peut-être pas. C'est pas grave. Très bien. Encore du temps. Vous avez parlé des cimetières tout à l'heure. Des cimetières. Ouais. Et donc, c'est quoi les solutions? Les pollutions, c'est essentiellement le faux. Les solutions. Les solutions, c'est se mettre au vert. VERS. Se faire bouffer par des vers. Ouais. Oui. Donc, il faut C'est-à-dire se prendre pour un animal. Oui. Un animal qui finit par mourir. Tu étais poussière, tu retourneras plus. Non, t'es pas poussière. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est un peu du ballon. Mais c'est ça l'idée, c'est de retourner dans le cycle, en fait. Je pense qu'on parle de déracinement. Oui, regardez, mais moi y compris. Regardez comment on est fringué. Je pourrais pas me mettre à poil, vous non plus. On a quand même un vrai problème, quoi. Non, mais on a un vrai problème. Je pourrais pas le faire, hein. Je vous rassure, je vais pas le faire. Mais on a un vrai problème. On est des animaux avec un vrai problème. On n'est pas capable d'assumer son propre corps. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont naturistes et qui oseraient. Moi, j'oserais, mais c'est cas exceptionnel. Regardez sur quoi on est. Des trucs tissés, des trucs en plastoc. Alors, il y a pas mal de bois, là, c'est un bâtiment plutôt naturel. Mais malgré tout, on est isolé de la nature. Et là encore, on est revenu en arrière. Mais prenez un bâtiment moderne, c'est-à-dire qu'on va oublier le bois, on va mettre du placo, on va oublier le pilier, on va mettre du béton, et on va oublier le pisé, on va mettre du ciment. Voilà. En fait, c'est plutôt à ça que ça ressemble, avec du lino au sol. C'est pas de la toile tressée, normalement. Et donc, plus c'est artificiel, plus on est loin de la nature. Plus on est loin de la nature, et plus c'est le signe de modernité. Un immeuble, c'est bien plus moderne qu'une maison, qui est plus moderne qu'une ferme. Et on est encore plus moderne. Les avions et les vaisseaux spatiaux, la station internationale, voilà, il n'y a pas un brin de nature. Et donc, il y a cette espèce d'isolement de la nature. Et bien, on le retrouve jusque dans le cimetière, où on n'a pas conscience qu'enterrer un corps avec des produits, parce que peut-être qu'on manque quelques notions de biologie et de chimie, et bien, ces produits vont être... les produits qu'on invente ne disparaissent pas par magie. Chaque molécule de médicament, et là je parle d'un produit non biodégradable, chaque molécule que vous ingérez ou que vous donnez à votre chien, à votre chat, à votre oiseau ou à votre poisson se retrouve dans la nature, systématiquement. Donc peut-être qu'on peut revoir l'acharnement thérapeutique des personnes qu'on... C'est compliqué de parler de ça, hein, et vous pouvez peut-être me prendre pour un dingue. Mais cet acharnement thérapeutique chimique qu'on a sur les animaux, sur les personnes âgées, dans des conditions qui sont quand même terribles de vie, est-ce que c'est vraiment une solution? Moi, je ne voudrais pas y participer, personnellement. J'ai prévenu ma famille, il est hors de question que je fasse ça. Mais est-ce que c'est une réflexion de société qu'on doit avoir? Est-ce qu'on doit intoxiquer l'ensemble de la planète pour vivre 2, 3, 4 ans en plus en mauvaise santé? Est-ce que franchement, après les 30 glorieuses, quand on a quand même défoncé la nature, est-ce qu'on doit encore se permettre de continuer, pour la fin de sa vie, à continuer à défoncer la nature avec un chien à qui on file tous les médicaments que le veto veut bien nous vendre parce qu'il gagne plein de thunes à faire ça? Est-ce que vraiment c'est ce qu'on doit continuer à faire? Mais je vous pose la question, moi j'ai une forme de réponse dans ma tête, mais je ne veux pas vous la dire. Mais franchement, c'est ça qu'on veut pas voir, c'est ça qu'on veut pas voir. Et donc quand on enterre quelqu'un, eh ben on le formole. Et en France, la France est un des 2 derniers pays à tolérer la crémation après embaumement. Et là, brûler du formol, splendide. Alors là, splendide. La première cause de pollution mercurielle en France, c'est la crémation, les plombages dentaires. Donc vous vous dites, parce que dans les cimetières, le bois est exotique, donc il a traversé la planète. Les stèles sont exotiques, donc ils ont traversé la planète. Vous pourriez vous dire, moi je veux un truc en bois local, un pin. On peut, hein, ça coûtera plus cher, mais on peut. Et vous pouvez dire, moi je veux pas de bois, je veux du carton. On peut aussi, pas de problème. Et je veux du carton et je veux me faire brûler. Vous avez le choix aussi, ok, on peut. Sauf que c'est le bois qui fait brûler le corps. Donc quand on met un cercueil en carton dans le four, on est obligé de rajouter des produits inflammables toxiques. Mais, alors on retire les pacemakers. Parce qu'il y a des risques d'explosion dans les fours. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Ce monde est une blague. Voilà. Roulement sur les abeilles. 70% des abeilles nichent dans le sol. Donc avec les bombes chimiques qu'il y a dans les cimetières, Voilà. Vous pouvez oublier les abeilles. Merci de voilà un lien. faire le lien. Bravo. Il est très fort.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu parlais du chiffre de 3 ruches au kilomètre carré, c'est ça? Ce qui serait l'idéal pour. Aujourd'hui, ça veut dire combien on est par exemple sur une ville comme Lyon? Non, Lyon-Paris, je peux. Lyon, je peux pas. Dans les campagnes. La moyenne nationale, on est à 3,2 à peu près. Donc la moyenne nationale, c'est bon. Le problème, c'est que c'est une moyenne et c'est regroupé par 100, donc ça n'a pas de sens. Paris, c'est 18 ruches au kilomètre carré. Donc il n'y a plus du tout de nourriture pour les. D'ailleurs, même pour les abeilles. Les abeilles n'arrivent plus à produire à Paris. Et d'ailleurs, ça a été montré par une étude sur la Côte Bleue par les collègues de l'INRA d'Avignon, là, Michael Henry et Guy Rodet, qui ont montré dans une étude qu'à partir d'une certaine densité de ruchers, et donc là, il y a un argument naturaliste, écologique, ça perturbe les insectes sauvages. Très bien, c'est ce que je viens de vous dire. Mais là, je vais vous donner un argument apicole. À partir d'une certaine densité, donc pour les apiculteurs, dans un rayon de 900 mètres autour de la ruche, les abeilles perdent 44 à 55% du pollen. C'est-à-dire la moitié du pollen a déjà été pris par d'autres abeilles mellifères, donc elles ne peuvent pas le prendre. Et donc évidemment, la moitié du pollen, qui est l'apport en protéines pour faire grandir les larves, ça veut dire que la colonie est réduite, est moins populeuse, est moins résistante, et donc on affaiblit nos colonies sans s'en rendre compte. Elles continuent à vivre, elles produisent un petit peu le miel, on s'en rend pas compte, mais en fait, il y a une perturbation, une réduction de la résilience et de la résistance de la colonie. Et on les affaiblit sans forcément s'en rendre compte. Alors qu'en fait, comment ils font les chercheurs? Ils prennent les abeilles, ils prennent une petite pipette, ils leur pincent sous la tête et ils pompent avec un buvard le nectar qu'il y a dans le jabot. Ils pèsent ça et ils le font des milliers, des dizaines de milliers de fois et ils établissent des moyennes et ils se rendent compte qu'en fait, il y a une chute significative du pollen et du nectar qui a été récolté à partir d'une certaine densité. Donc les apiculteurs se tirent une balle dans le pied. Comme les agriculteurs, hein. Quand tu regardes leur temps de travail, ce qu'ils ne le comptent pas. Donc tu regardes leur investissement, ils ne comptent pas leur temps de travail. Et donc si tu mets le temps de travail, en fait, ils perdent de l'argent sur la plupart de leur boulot, quoi. Ils perdent de l'argent. Mais ils ont une activité économique. Ouais, super. J'avais une question sur les hôtels à insectes. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est vraiment utile pour préserver l'habitat et les abeilles? Non, aucun intérêt. C'est un outil... Ouais, c'est... une vraie merde, on pourrait aller voir. Ah non, moi j'en ai marre de ne pas prendre des pincettes, en fait, j'en ai marre. Ça fait 25 ans, je vous dis, ça fait 25 ans, je raconte tous les jours de ma vie la même chose. J'en ai ras-le-bol, rien ne change, ça devient terrible. Moi, je suis prêt à baisser les bras, quoi. C'est terrible. Non, baisse pas les bras. Hôtel insecte. Les hôtels à insectes, c'est un élément pédagogique qui consiste à ramasser les saletés qu'il y a dans un environnement et les grouper dans un édifice artificiel très anthropique. Une belle étagère avec un petit toit. Ça ressemble à une étagère et ça ressemble à une maison. Parfait, comme ça on aime bien ça. Et dedans on va mettre tout ce qui est sale, tout ce qui traînait dans un jardin. Les tas de bois, les tiges creuses, les tiges à moelle tendre, un tas de sable, un tas de paille, un tas de pierres, voilà, tout ça. Et donc c'est un outil pédagogique pour dire tous ces éléments-là que vous avez nettoyés, normalement sont présents dans l'environnement et servent d'espace, de nidification, de refuge à toute une faune. Et donc, les gens sont rentrés, alors ont défoncé la porte ouverte en disant « Ah super, nous on a mis un hôtel insecte, on peut continuer à faire la même chose là ?» Ben non. Et donc ils sont rentrés là-dedans. Alors pourquoi c'est un problème quand c'est des grands hôtels et démultipliés? Parce que c'est 4-5 espèces d'abeilles qui vont dedans, les plus communes, hein. Donc 4, ça fait 0,4%, 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est insignifiant en termes de statistiques, c'est même pas 1%, c'est insignifiant. C'est comme si vous installiez des nichoirs à pie et à corneille. Ok, elles iront, mais elles n'en ont pas besoin. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et puis autre problème, c'est que normalement, là il n'est pas très grand, c'est pas très grave. Normalement, quand ils sont comme ça va. Les abeilles sont séparées, c'est-à-dire qu'une bûche dans laquelle les larves de coléoptères mangent le bois mort, sortent, font une galerie, hop, ça fait une galerie, les abeilles vont nicher dedans. Bon, il y a un trou là, la bûche d'à côté, un trou là, la bûche d'à côté, un trou là. Quand on prend une bûche et qu'on fait 50 trous, en fait, ça n'existe pas dans la nature. Donc vous produisez une promiscuité qui n'existe pas. Et donc les prédateurs, les maladies, les parasites, les champignons, ils se gavent. Et en fait, on produit des mouroirs d'espèces communes. Aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Sinon, et alors, pire, c'est là, quand vous faites des trous qui font plus de 8 mm d'épaisseur, ce qui est la moitié des trous là, et ben vous faites rentrer qu'une seule espèce. Alors, il peut rentrer l'Osmia cornuta, l'Osmie cornue, mais en tout cas, dès que ça a plus de 8 mm, il va rentrer une mégachile asiatique, là, une espèce invasive, qui rentre, qui vire l'abeille, qui vire les larves, qui vire les réserves, qui vire tout, hein, qui fait le ménage et qui installe ces larves à sa place. Et donc, ça, c'est à plus de 8 mm. Voilà, on la trouve pas couramment par ici à Lyon. Mais tu l'as dit, il y a un intérêt pédagogique, mais ouais, on peut en faire des milliards. Quoi. Alors ça, sur un bord de fenêtre à l'école, un petit hôtel, parce qu'au printemps, vous voyez les abeilles revenir, et surtout, c'est des osmies, donc c'est des mégachilidés, elles ont les brosses ventrales, c'est-à-dire que vous les voyez revenir avec du pollen de pissenlit sous le ventre, elles sont rousses, avec le ventre jaune, donc ça se voit très très bien. Voilà, pédagogiquement, pour des enfants, pour des gens qui découvrent la nature, c'est super intéressant. C'est comme de mettre une webcam dans un nichoir à oiseaux. Super intéressant. Voilà, c'est un élément pédagogique. Il vaut mieux des arbres creux plutôt que des nichoirs avec des webcams. Mais c'est intéressant.
Il y avait une autre question par là. Oui, non, je voulais juste revenir sur la question de la densité des ruches. Pourquoi on ne déplace pas du coup les ruches pour les mettre Vous voulez, alors je vais dire le gros mot parce que je me suis donné comme objectif de le dire à chaque fois que j'intervenais. Le gros mot, le responsable, l'outrancier responsable qui nous empêche de sortir de ce modèle. La rentabilité, la productivité, c'est donc le système capitaliste. Il n'y a pas d'autre solution. Soit vous mettez 3 ruches là, 5 ruches là, 5 ruches là, et donc l'apiculteur, il sort, il s'arrête, il sort son enfumoir, il met sa vareuse, il allume son enfumoir, il sort son lève-cadre, il sort son barzard, il va traiter ses 3 ruches, il rentre tout ça, il éteint son enfumoir, il se déshabille, il refait 5 km, il va à la ruche à côté, il fait ça. Et quand il a 200 ruches, il le fait 40 fois. C'est pas possible. Le seul moyen pour en survivre, c'est d'avoir 50 ou 100 ruches au même endroit. C'est des questions de rentabilité. Ou alors, la solution, c'est de doubler le prix du miel. OK. Et là, l'apiculteur pourra le faire. Donc moi, je l'ai pas, la solution. Il faudrait qu'on la mette en place. Ça n'est pas possible de mettre en place ces solutions tant que détruire la nature est un synonyme de progrès, un synonyme d'augmentation du PIB. Il y a au moins un apiculteur qui le fait. Super. Moi aussi, j'en connais quelques-uns qui le font, des amateurs qui ont pas mal de ruches. Mais là, encore une fois, c'est pas une attaque en règle. Hein. Les apiculteurs pros, comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour grouper les ruches par 10? C'est pas possible. 200 ruches par 10, ça fait 20 points d'arrêt. C'est impossible à suivre pour n'importe quel pro. Et donc, c'est pas une critique à eux, c'est une critique de la société. On ne peut pas les laisser faire parce que sinon ils s'en sortiront pas ou le miel coûtera trop cher. Donc c'est pas acceptable pour la société. Ça va augmenter nos dépenses alimentaires. Non, c'est une forme de réponse pour l'agriculture. Hein. J'élargis à l'agriculture. Il y a un agriculteur sur 3 qui déclare 350 € en France pour 70 heures de boulot. Il y a un agriculteur sur 5 ou sur 6, les chiffres de l'INSEE varient d'une année à l'autre, qui déclare 0 €. 0 €. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 40% du budget moyen, du panier moyen d'une famille était attribué à l'alimentation. Maintenant, c'est ça. Ouais. On est à 12 à peu près. Ouais. Et il faudrait passer à 15, 16, 17, c'est-à-dire pas monter, pas doubler, hein, pas du tout, pour que nos paysans puissent vivre décemment. Donc c'est terrible. Il y a un suicide par jour. 300 à 400 suicides par an en France d'agriculteurs. Il y a une exploitation qui ferme toutes les 40 minutes. Mais on a fait des progrès parce que ça fait 20 ans. En fait, les 20 ans d'avant, c'était toutes les 20 minutes. On a fait des progrès. Une petite note d'espoir. Ouais. Merde, t'aurais dû me l'envoyer la question d'abord. Je puisse y réfléchir. Non, moi, une note d'espoir. Moi, je serais pas là si j'avais pas d'espoir. Hein. Quand je dis je suis sur le point de baisser les bras, en fait, tous les matins, je suis revigoré. Il y a 2 choses. Parce qu'en fait, il suffit que je passe une demi-heure dans la nature et ça va mieux. Ou avec des gens comme vous. Parce que c'est les 2 éléments. C'est 1, la capacité des sociétés humaines à réagir hyper rapidement. OK, en cas de danger imminent au bord de la falaise ou au pied du mur. OK, mais de changer radicalement. Et ça, c'est ce que les sociologues nous disent. Il faut 10-12% d'une population pour changer, et certainement pas 51. Et Margaret Mead, une anthropologue du 19e siècle, nous disait « Ne croyez pas qu'un petit groupe de gens soit incapable de changer une société, parce que c'est toujours comme ça dans l'histoire que ça s'est passé. » Donc, j'ai un peu l'espoir quand même dans l'humanité, malgré tout ce qu'elle fait subir à cette belle nature. Et l'autre, là, c'est ma casquette d'expert, et là, vraiment, moi, je le dis avec conviction, et puis preuve, je peux vous montrer des photos de mon jardin en 10 ans, ou de tout un tas de choses qui ont été renaturées, c'est la capacité d'adaptation, d'évolution, de résilience, de rémanence, de recolonisation de la nature, si on lui laisse un peu d'espace et de temps. OK, un pied de tomate, ça pousse en 1 an. Un arbre, ça pousse en 10 ans. C'est visible en 3 ans, ça ressemble à un arbre en 5 ans, c'est un petit arbre en 10 ans. 8-10 ans. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est lui donner un peu de temps, un peu d'espace, peut-être essayer de saper un peu le modèle dans lequel on vit parce qu'il ne laisse plus de place à la nature et donc il ne laisse plus de place à la vie. Nous sommes des organismes vivants. Quand on dit « laisse plus de place à la vie », évidemment, ça nous inclut. Donc peut-être garder l'espoir au travers de cette capacité de changement rapide des humains et cette capacité de recolonisation rapide de la nature. Il y a 2 fois rapide. Si on coordonne ces 2 choses, ça peut marcher. Merci beaucoup.